Bienvenue dans Info Hebdo et joyeuse fête à tous. Au sommaire, un artiste qui fabrique des crèches, un sculpteur sur bois, un Père Noël au meilleur de sa forme. Et pour terminer, le concours de crèches et de couronnes à l'Office de tourisme. Si dans vos sorties du week-end, vous avez récemment emprunté les allées du marché de Noël à Niederbronn, vous êtes certainement passé à côté du chalet de Bernard Doué. Et son petit truc à lui, c'est la confection de crèches. 3 mois avant Noël, c'est dans son atelier, situé à son domicile, qu'il entame la fabrication de celle-ci. Et pour chaque modèle sorti, c'est à chaque fois un exemplaire unique. Chaque crèche est différente d'une autre, hein. Il n'y a aucune crèche qui se ressemble, hein. Ici, il y en a à peu près une vingtaine, elles sont à 20 différentes, hein. Voilà. Et c'est vraiment de l'artisanat. Quand je commence une crèche, je ne connais pas la finalité, hein. Je ne sais pas comment elle va être à la fin, quoi, hein. Il y a des crèches où il y a un peu de chaux, de plâtre. Et là, il y a évidemment beaucoup plus de travail, hein. Réalisées en pain, à l'aide de matériaux trouvés ici ou là, ces crèches demandent un travail de recherche, mais également une vraie patience. J'ai des petites anecdotes, hein. Les gens ils se disent, tiens, des petites maisons pour les oiseaux, par exemple. Alors ça, c'est un peu bizarre, quoi. Vous l'aurez compris, ces petites maisonnettes en bois ne sont pas des maisons pour les oiseaux, mais bel et bien l'élément qui sera sans aucun doute au pied du sapin pendant les fêtes. Pas d'inquiétude, ce bruit de tronçonneuse en plein centre-ville de Niederbronn est tout à fait normal en ce jour de marché de Noël. Adrien Ménaud, artiste jurassien, est venu sculpter les personnages d'une crèche à partir de troncs de sapin de 2 mètres de haut sur 70 cm de large. Autodidacte, Adrien a commencé à sculpter des bas-reliefs représentant des scènes de travail de paysans. Au fur et à mesure que sa gamme d'outils s'élargit, sa sculpture prend du volume. Il se lance alors dans des animations de sculpture sur bois à la tronçonneuse pour gagner sa vie. C'est une passion, et c'est mon métier depuis 2000. C'est des gens qui m'ont dit je comprends pas que tu cherches un métier quand tu sais faire ce que tu sais faire. Un métier pourtant pas si facile. C'est quand même un domaine artistique, c'est-à-dire qu'on va être reconnu si on dure au bout de 7-8 ans, on est recherché. Mais les premières années, il faut bien dire, on ne gagne rien. Tout le peu qu'on gagne, on le réinvestit dans le matériel et dans les véhicules pour essayer de faire ces animations. Ça, c'est la première difficulté, c'est quand même financière. Mais bon, c'est un challenge aussi. C'est une difficulté, mais c'est intéressant. Il y a un pari à faire, il faut s'y tenir. Tous ceux qui ne se sont pas tenus, ils ont quitté le métier. Leçon numéro 1, apprendre à manier une tronçonneuse, un outil très précieux. C'est l'outil d'approche sur bois le plus efficace, qui permet de mortaiser, c'est-à-dire de plonger dans le bois. C'est un outil que nous envient les sculpteurs sur pierre, parce qu'eux aussi ils ont des tronçonneuses, mais ça coûte une fortune de pouvoir mortaiser comme ça. Et pour nous, c'est l'enfance de l'art, quoi. On apprend comme ça à faire des trous dedans et à faire des formes, à arrondir ces trous. Et c'est l'outil idéal. Leçon numéro 2, bien penser sa sculpture en la dessinant au préalable. Il ne s'agit pas de prendre la tronçonneuse, de plonger dans le bout de bois, de voir ce que ça fait, puis après de dire « Oh ouais, tiens, ça fait un personnage ». Non, le but c'est de dire « Je veux faire un personnage dans le bois », donc je travaille tout ça sur dessin. Le dessin c'est à plat, et quand j'arrive sur le volume, je considère comme s'il était à plat. J'approche avec ma tronçonneuse et je l'équarris, comme si je découpais avec des ciseaux dans une feuille de papier. Ça, c'est très difficile. Au début, c'est très difficile. Après le dessin, le sculpteur doit arriver à une forme au carré pratiquement définitive le plus rapidement possible. Pour finaliser les personnages et sculpter des détails, différents outils sont ensuite possibles. Ça peut être fini au ciseau, ça peut être fini poncé, électriquement. Bien sûr, plus c'est grand, plus on utilise d'outils électriques. Plus c'est grand, plus on peut se permettre une approche grossière. C'est-à-dire que si on finit une œuvre de 3 mètres de haut à 2 cm près, avec un outil électrique, c'est très satisfaisant. Si on fait la même œuvre sur 30 cm de haut, il faut arriver à une approche de 2 mm. Donc là, il n'y a plus d'outil électrique pour le faire. Il faut finir avec des ciseaux à bois. On a assisté depuis le début. Comment ça a évolué ?
Bien, très bien, même super bien. Il est doué, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein, il est très très doué. Hein. C'est de l'art pur et simplement. Parce que, je sais pas, sans modèle, sans rien, à partir d'un tronc d'arbre, c'est formidable, quoi. C'est super. Et voici le résultat final. Merci à l'artiste jurassien. Et avant de partir, un petit mot sur Niederbronn. Pour nous, on remonte un peu dans le nord quand on vient ici. Donc il fait un peu plus froid que chez nous, même si je suis du Jura, je suis du Bas-Jura. Et c'est bien, on est bien accueillis. C'est vrai que c'est important ici de bien manger, d'être bien restauré parce que contrairement à quand on descend dans le midi, il fait plus chaud, on peut se satisfaire de moins. Là, il faut être bien calé, il faut être en forme. Voilà, il faut faire la route. Et à Niederbronn, bon, c'est vrai que j'ai été très bien accueilli, donc c'est super, quoi. Puis il y a du monde, hein. Dès que j'allume ma tronçonneuse, il y a du monde. Petits et grands s'étaient donné rendez-vous au marché de Noël de Niederbronn pour rencontrer l'un des personnages clés de cette féerie de Noël. Tout vêtu de rouge avec sa barbe blanche, ce monsieur, plus connu sous le nom de Père Noël, était au rendez-vous avec sa hotte sur le dos. Et pour l'occasion, c'est en musique que les festivités ont débuté. Si vous le savez, vous allez le chanter alors, le petit Papa Noël. Des petits. Wow. C'est un des nouveaux qui sont là-dedans. Merci beaucoup. Au final, et avant sa grande tournée du 24 et 25 décembre, c'est une distribution de friandises qui a conclu cet instant magique. Voilà. Merci, merci mon grand. Ça me fait plaisir. Comment tu t'appelles? William. Bien, William. Allez. Mets les mains ouvertes, ma Allez. fille. On va. Comme ça. De grands personnages en bois à l'allure d'autrefois, la chambre d'une maison à l'ancienne, Edgar Mahler, architecte d'intérieur, a participé à la mise en scène de Noël à l'Office du tourisme. Un Noël voulu au plus proche des traditions. Ça fait quelques années déjà que nous cherchons à garder un peu ce côté traditionnel et je dirais pour moi, tradition rime aussi avec authenticité. Et donc ça a été le thème fédérateur de l'ensemble des animations que nous avons mis en place cette année, que ce soit les expositions, tout tourne un petit peu autour de ces traditions. L'exposition qui se situe dans la galerie d'art de l'Office du tourisme jusqu'au 6 janvier retrace l'évolution des coutumes de Noël à travers les âges. Les panneaux que nous avons réalisés, il y en a qui retracent un peu les origines de Noël, depuis quand fête ton Noël. Il y a les cycles de Noël avec la période de l'Avent, la Nativité, ensuite l'Épiphanie. Il y a également les santons. Donc ces fameux santons qu'on découvre dans les crèches. Il y a les décorations de Noël, donc les décorations intérieures, les décorations de portes, les décorations extérieures. Donc l'origine du sapin, par exemple, c'est en Alsace au XIIe siècle. Quand on parle de couronne, c'est plutôt une tradition germanique. La galerie expose également les œuvres réalisées par le public en vue du concours annuel de crèches et de couronnes. On tourne en général autour d'une trentaine de créations, mais c'est surtout ce qui nous impressionne toujours, nous en tant qu'organisateurs, c'est l'originalité. Et chaque année, on trouve encore de nouvelles pièces qu'on découvre totalement avec des nouveaux produits. Et il n'y a pas de produits achetés, tout est confectionné par le public, tout est récupéré en forêt, sur le passage, on réalise, on travaille, on confectionne et on reste dans une réelle tradition. Le 19 décembre, les noms des gagnants ont été dévoilés. Une récompense de 120 € pour les premiers et de 80 € pour les seconds, et pour tous, des lots de consolation. Bernadette Gass a reçu le premier prix dans la catégorie crèche grâce à un matériau original. De la terre glaise de Betschdorf que j'ai cherché chez un potier à Betschdorf. Je me suis amusée à faire des sujets de la crèche. C'était pas toujours facile. Pas toujours réussi du premier coup, mais je suis arrivée. C'est une toute première. Je n'ai jamais touché à la pâte à modeler, jamais. Le deuxième prix a été remporté par la Maison Picasso du centre de Hartouze, établissement spécialisé dans l'éducation et l'insertion professionnelle de personnes handicapées.
Nous sommes ouverts vers l'extérieur et nous participons à tout ce qui peut être intéressant pour les résidents, et par plaisir et par envie d'aller vers l'extérieur et de se faire connaître. L'ambiance était très effervescente. Il y a eu beaucoup de dynamisme, beaucoup de plaisir à participer. Pour moi, c'est la concrétisation pour les résidents de leur savoir-faire, de leur présence, qu'on oublie souvent et c'est important pour eux. Je vais promotionner leurs résultats et continuer à les faire connaître. Et enfin, dans la catégorie couronne, le premier prix a été attribué à Delphine Picamello et ses filles. J'ai voulu faire une couronne qui sentait bon. Donc il y a des oranges séchées, de la cannelle, de l'anis, du thym, du romarin. Le tout sur une liane de vigne qui pousse dans mon jardin. Donc je dirais qu'à part les oiseaux, tout vient de la maison. En fait, j'en avais fait 2. Et le choix final a été fait par mes filles qui ont dit que c'était celle-là qui devait aller au concours. Vous avez le goût de l'image? Les métiers de l'information vous intéressent? Alors devenez correspondant pour TV3V. Découvrir, s'investir, rencontrer, suivre l'actualité, apprendre à filmer, à interviewer, sillonner votre canton en images. Avec TV3V, soyez au cœur de l'actualité, vibrez au rythme de l'information, alors n'hésitez pas, contactez-nous. Vivez toute la magie des fêtes de fin d'année en regardant Mac 3V avec Intermarché à Reichshofen. Il était une fois un homme. Il cherchait du feu. Il frappa à la porte d'une maison et dedans, quelqu'un cria « Qu'est-ce que vous voulez ?» Cet homme dit « Monsieur, j'ai besoin d'un peu de braise. Je cherche du feu parce que cette nuit, vous savez, il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. Cette nuit, mon enfant est né. Mais j'ai besoin de braise. Il faudrait le réchauffer. Nous sommes dans une petite étable. Et l'enfant et la maman ont un peu froid. S'il vous plaît. » Et l'homme, derrière la porte, mais il fait nuit. Je n'ai plus de feu dans mon âtre. Je ne peux rien vous donner. Allez-vous-en. Il est vrai. Il faisait une nuit noire, terrible. Mais l'homme ne se découragea pas. Il alla aux portes suivantes. Mais partout, même chanson. Au milieu du village, une petite fumée sortait encore d'une maison. Il alla courageusement et frappa. Une voix énorme retentit de derrière la porte. « Oui, qu'est-ce qu'il y a ?» Et la porte s'ouvrit sur un géant. C'était le forgeron du village. « Oh, monsieur, vous allez me sauver. J'ai besoin d'un peu de braise pour réchauffer mon enfant et sa mère. On couche dans une étable, on a besoin de chaleur. Oh, vous croyez que je vais me déranger pour des petits étrangers? Allez-vous-en. » Et l'homme qui cherchait du feu est reparti.
Il a fait presque toutes les maisons de ce petit village pour n'avoir aucun feu, aucune braise, rien, rien que des portes fermées dans la nuit. À la sortie du village, très loin, il vit un feu, un tout petit feu. Il s'en approcha et là, il vit. Quand il arriva au bout du village, il vit au loin, très loin, il vit un petit feu. Il se dit, il faut que je m'en approche. Alors, il y alla. Et là, au bout d'une petite balade, il vit un feu, un petit feu comme ça, où était assis derrière le feu un berger, qui avait l'air, tout en étant assis, de somnoler. Et puis, à côté de lui, 3 grands chiens, et tout autour du feu, des moutons. Une centaine de moutons. L'homme qui cherchait du feu, mais vous le savez, c'est Joseph. Joseph s'approcha et il cria « Monsieur, monsieur !» Le berger, très méfiant, et qui était connu pour être très, très méchant, envoya ses chiens attaquer cet homme. Les chiens bondirent, les crocs ouverts, méchants. Et quand ils arrivèrent sur Joseph, un chien lui prit la jambe, l'autre la main, et l'autre voulut lui sauter au cou. Mais, bizarrement, ils se couchèrent devant Joseph. Là, le berger, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette histoire? Mes chiens ne m'obéissent plus, ils n'attaquent pas cet homme. Mais qui est cet homme? Et Joseph, voulant s'approcher du feu, mais comme il y avait tous ces moutons par terre, éparpillés, il se mit à leur marcher dessus pour aller vers le feu. Et aucun mouton ne s'éveilla, aucun mouton ne râla et ne gémit. Le berger, de plus en plus surpris, mais enfin, qui est cet homme qui a le pouvoir d'arrêter mes chiens, de marcher sur mes moutons sans qu'ils râlent? Mais alors, le berger, qui n'aimait pas ça, prit sa grande lance, son bâton, qui lui servait de lance pour tuer les loups, et le jeta droit vers la figure de Joseph. La lance arriva, et au dernier moment s'enleva. Alors là, le berger, ah non, qu'est-ce que c'est que cet homme? Mes chiens ne l'attaquent pas, il marche sur mes brebis, et voilà que mon bâton s'écarte. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Alors Joseph, mais monsieur, n'ayez pas peur, je veux juste du feu pour réchauffer mon petit garçon et sa maman. Le berger, prenez. Il riait, le berger, en lui-même, parce que Joseph n'avait rien pour transporter des braises. Mais Joseph, tout simplement, prit son manteau, et avec une main, prit des braises et les mit dans le manteau, et repartit. Alors là, le berger, non, mais qui est cet homme? Mes chiens gentils, mes brebis ne disent rien, mon bâton s'égare, et il emmène le feu comme ça. Alors le berger a pris son sac et a suivi Joseph. Quand il arriva à l'endroit, cette petite étable, il vit un enfant dans les genoux de sa mère. Il vit Joseph mettre les braises par terre. Et c'est là que les yeux du berger s'ouvrirent. Mais oui, on nous avait annoncé la naissance du Messie, du futur roi du monde. Eh bien, le voilà. Et alors le berger, heureux, sortit de sa besace une peau de mouton. Et ce fut là, sur cette peau de mouton, que Jésus dormit la première nuit. À vous tous, bonne nuit de Noël et à bientôt. Vivez toute la magie des fêtes de fin d'année en regardant Mac 3V avec Intermarché à Reichshofen.
Sometimes love goes away. Bonjour Hélène. Bonjour Sandra. Et merci de nous accueillir donc chez vous dans votre restaurant au caveau de l'étable à Niederbronn. Alors cet établissement a quand même une petite histoire derrière lui. À la base, pardon, je crois que c'était une étable, hein, c'est ça? Oui, c'est une étable, on peut encore voir une petite mezzanine où il rangeait de foin à l'époque. Il reste encore les mangeoires qui se trouvent en bas du restaurant. Voilà, c'est ça hein. l'entrée. Et donc mes parents ont repris l'affaire, ça fait maintenant 22 ans exactement. Et moi je suis rentrée dans l'affaire il y a 6 ans. Donc Hélène, c'est vous qui avez donc repris cette affaire familiale? Oui, je suis venue en 2002, donc j'ai repris la cuisine. Donc mon papa qui s'est mis un peu à l'écart, donc il me fait encore les courses aujourd'hui, tout ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps de monter sur Strasbourg. Mais c'est vous qui êtes en cuisine. Oui, et puis ma maman garde toujours un petit œil dehors, hein, donc elle n'est pas prête de s'arrêter. J'espère qu'elle ne sera pas prête aussi de s'arrêter, parce que bon, ça donne une petite âme au restaurant. Ouais. Donc vous, en fait, depuis toute petite, vous avez donc baigné dans ce milieu. La cuisine, je suppose que c'est en regardant un petit peu vos parents faire. Oui, j'avais 7 ans, donc j'étais toute petite, pas trop jeune non plus. Donc j'ai vu mes parents donc, passer toute leur soirée ici, donc j'avais le droit de venir quand j'avais pas école. Donc ensuite, c'est venu vers l'âge de 12-13 ans, où le week-end, je venais travailler. Quelque part, ça me faisait de l'argent en poche. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Et puis après, je me suis posé la question, pourquoi pas faire la cuisine? Qu'est-ce qui vous a plu justement dans ce domaine de la restauration? Moi, c'est le côté cuisine. Hein. Le côté restauration, j'aime bien aussi, mais c'est plus difficile. Bon, il faut toujours être de bonne humeur, souriant, même si on ne l'est pas par rapport aux clients, il faut... C'est autre chose. Hein. Donc Hélène, vous, le métier de cuisinier, vous l'avez appris dans des restaurants gastronomiques? Oui, j'ai commencé mon apprentissage en 93 sur une durée de 2 ans, une formation par alternance, c'est-à-dire 15 jours entreprise, une semaine à l'école. Donc je l'ai fait chez Michler à Limbar à l'époque. Et donc ensuite, je ne voulais pas venir tout de suite chez mes parents parce que bon, je voulais encore apprendre. Donc j'ai fait pendant 10 ans un petit peu, je suis allée à droite et à gauche. J'ai repris la cuisine de mes parents tout en apportant des petits plats en plus. Mais bon, rien de vraiment très gastronomie. Plutôt que je reste dans le traditionnel qui demande un peu moins de travail aussi. Et puis bon, la gastronomie, c'est autre chose. Hein. C'est un autre outil de travail. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de changements. Et je ne sais pas si j'aurai la clientèle pour. Donc Hélène, on parle de cuisine, on va quand même s'intéresser à la recette du jour. Et pour ceux qui aiment le poisson, ils vont être ravis, car donc ça va être une petite entrée à base de saumon. Donc c'est une recette très simple à réaliser, hein, qui se nomme pancake de saumon fumé. Donc on va voir cette petite recette, je vais vous la présenter. D'accord, et avant ça, on va quand même voir comment est-ce qu'on fume donc un saumon. Parce que je crois que vous le faites vous-même, c'est vraiment un saumon fumé. Oui, je le fais, et puis pour info aussi, si je peux me permettre, c'est que j'en vends pour les fêtes de fin d'année ou également du foie gras. Voilà, du bon saumon fumé maison. Voilà. Donc Hélène, là on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait du saumon fumé, car vous le faites vous-même chez vous. Oui, effectivement, je fais le saumon fumé moi-même. Il faut savoir que je le fais que l'hiver, quand il fait très froid. D'accord. Sinon, le saumon risque de cuire quand il fait une chaleur. Et puis bon, pour la conservation, c'est pas l'idéal, la chaleur. Hein. D'accord. Donc là, j'ai un saumon à l'état brut. Donc il est déjà nettoyé, hein, il est déjà enfilé. Donc tout ce qui reste à faire, c'est ôter déjà les arêtes. Donc là, j'ai pris une simple pince, hein, un électricien, mais ça marche très bien. Et là, on s'amuse. Donc là, je tire les arêtes. Hein. C'est une étape assez longue, ça quand même, non? Non, ça va très vite. Les arêtes du saumon sortent très bien. Voilà, donc là, j'ai déjà plus d'arêtes. Hein. Il y en a très peu dans le saumon. D'accord. Donc ensuite, on va le mettre au sel. Donc le sel, je vais préparer. Donc c'est un mélange de sel. Il y a des épices, il y a de l'anis, de la fenouil, tout en grains, du poivre concassé, de l'aneth. Donc quand vous dites mettre au sel, ça veut dire quoi? Vous allez parsemer de sel, vous allez le tremper dans le sel? Je vais les parsemer, donc je vais vous montrer. Je vais mettre du sel au fond de la plaque. Et la quantité de sel à peu près? Juste qu'il est recouvert en fait. Hein. Donc on va poser notre filet dessus. Et donc ça, on va le laisser combien de temps? Un certain temps. Un certain temps? C'est le secret du chef, ça? C'est ça, oui.
Tout dépend du kilo Ouais. et de la grandeur, quoi. Hein. Et pareil pour les ingrédients aussi. Hein. On va pas tout dévoiler. Hein. Donc voilà, donc je recouvre bien. Encore un petit peu en rajouter. Et ensuite le sel, après, il est perdu. Hein. Ouais. Il va être tout trempé, le jus du poisson. Donc, on ne peut plus le réutiliser. Hein. Donc voilà, il est mis au sel. D'accord. Il va rester un certain temps. Ensuite, on va le sortir, je vais le rincer. Je vais le laisser à peu près une journée à l'air libre au réfrigérateur pour qu'il sèche. Et ensuite, il va être mis au fumoir. D'accord. Donc on peut passer, je vous montre un peu. Ouais. J'en ai déjà qui sont en train de fumer. Donc, Je suis curieuse de voir comment ça se passe. Hein. On va voir ça tout de suite. Voici le fumoir, Hélène. Hein. Donc, comment ça se passe ici? donc c'est un fumoir, hein. Bon, c'est Ouais. c'est très, très classique. Hein. Donc vous voyez, il est un peu sale à cause de la fumée. Ouais. Donc la graisse, hein, c'est déjà toute la Ouais, graisse c'est du normal, saumon, hein. c'est un saumon gras. Et donc, je vais vous montrer hein, comment c'est fait. Donc voilà, donc la Ça fumée. fume. Voilà. Donc j'ai mes saumons accrochés. D'accord. Ensuite, en dessous, il y a tout simplement un petit tiroir avec qui est la sciure, mais qui est du hêtre. Hein. D'accord. Donc Pourquoi c'est fumé c'est au du bois de hêtre, hêtre, voilà. spécialement du hêtre pour fumer le saumon? Oui. D'accord. Pourquoi pour ça a tout une ce qui est- spécificité quelconque ou Non, bon, parce que déjà c'est pas trop fort aussi, ça sent pas vraiment le bois brûlé comme vous faites un feu dans la cheminée, Bien vous sûr. prenez n'importe quel bois. Donc là, on sent pas vraiment l'odeur du bois, Ouais. mais une odeur de fumée. On va atteindre quelle température alors là, Hop, quand il faut c'est faire pas cuire très énorme parce que ça peut attendre 10-15 degrés. Quoi. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop chaud, sinon le poisson est cuit, c'est ça? Voilà, c'est ça, sinon vous avez du poisson cuit comme si vous l'aurez Non, passé c'est au four. Quoi. On veut Donc du là, poisson fumé. il va mettre encore Ouais. quelques jours, tous les jours. Donc combien de jours à peu près dans le fumoir? 3-4 jours. 3-4 jours pour avoir vraiment un bon Un saumon bon fumé, saumon, quoi, hein. saumon qu'il faut qu'il... Par contre, que ça fume doucement. Hein. D'accord. Et donc c'est voilà. comme ça qu'on obtient Et un... il faut que ça se consume tout doucement. D'accord. Et ça fait un bon saumon fumé maison. Voilà. Voilà. Donc ça y est Hélène, on a vu l'étape Du fumage. fumoir, hein. Oh, du fumage, oui. Oui, fumage, fumé, Voilà. oui, fumoir. Donc maintenant, c'est bon, on va passer à la recette. Voilà, je vais vous Hein montrer ça. On va rentrer par le restaurant. D'accord. On va aller en cuisine. On y va. C'est parti. Alors Hélène, donc cette recette, donc panqué de saumon, hein, c'est ça? Oui. Donc pour la faire, on va commencer par quoi? Les préparations, hein. Le mieux, oui, c'est déjà de faire vos achats. Et ensuite de commencer par ciseler les échalotes, l'aneth. Vous pouvez réaliser une petite mayonnaise. Donc mayonnaise à base de jaune d'œuf, moutarde, huile de tournesol, sel, poivre. Et donc ensuite on va faire une petite sauce cocktail, c'est-à-dire ajouter un peu de ketchup, de cognac, de tabasco. D'accord. Donc pour les préparations au départ, on va hacher échalotes, aneth. Et on va réserver. Ensuite, pour le saumon, on l'a vu tout à l'heure, comment est-ce qu'on fume donc un saumon. Oui. Ça va se passer comment la préparation de cet Donc ingrédient? on a tout coupé. Ouais. Donc le saumon, on l'a coupé grossièrement en petits dés. Il ne faut pas trop le hacher parce que ça va faire de la purée, quoi. On ne veut pas vraiment un tartare. Donc vous réservez quelques belles petites tranches, hein, comme on avait fait. Couper un peu plus fine cette fois-ci. Plus fine, oui. Bon, vous pouvez également les couper plus fines aussi pour les couper grossièrement en petits dés. Hein. Oui. Donc une fois que tout est coupé, on va rajouter tout ça dans un récipient. On va y rajouter notre échalote ciselée, notre aneth, la sauce cocktail. On va faire le petit donc la mélange. sauce cocktail, on va la préparer maintenant. Voilà, donc j'avais préparé, j'avais la mayonnaise à l'état brut. Donc on a rajouté le ketchup, le petit trait de cognac. D'accord. Je rajoute dans la mayonnaise un petit peu de ketchup, un petit trait de cognac, un tout petit peu de tabasco, pas trop, hein, sinon c'est trop épicé. D'accord. Et puis ensuite on va verser le tout dans notre mélange déjà du saumon, de l'échalote et de l'aneth. Et tout ça, on va encore une fois bien le remélanger ensemble. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui va faire donc la préparation de base du panqué de saumon. C'est notre plat final. J'ai présenté deux formes de dressage. Donc, si évidemment on n'a pas un cercle et si on ne veut pas s'embêter à recouvrir, donc à l'état c'est un tartare. Et si on le recouvre, on peut appeler ça un panqué. Alors Hélène, la petite touche finale du chef pour cette assiette, c'est quoi? Donc j'ai tout simplement fait un petit filet d'huile d'olive et de vinaigre de balsamique, tout simplement. Mais il faut savoir que j'ai fait réduire un petit peu ce vinaigre pour qu'il devienne plus épais et
qui reste dans l'huile, D'accord. qui ne part pas et qui fait des beaux yeux dans l'huile d'olive. C'est ce en qui fait. permet de le faire donc bien tenir dans Voilà. l'assiette. Il ne faut pas le faire trop réduire, il faut juste trouver le juste milieu. D'accord. Well, I know that there's a brighter day. There's a brighter day ahead for me, and it's gonna lift me higher. Donc Hélène, à présent, c'est le moment de goûter votre fameux panqué de saumon accompagné de sa salade. Donc aujourd'hui, merci donc de nous avoir reçus. C'est également un plaisir, je pense, pour nos téléspectateurs de savoir comment est-ce qu'on fume donc le saumon. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut accompagner donc comme vin avec Moi je dirais plutôt un petit vin sec. Mais bon, si après il y a des préférences sur des vins plus sucrés ou fruités. Vin blanc sec, poisson, ça voilà. fait bien. Oui. Merci beaucoup de nous avoir reçus, Hélène. Au revoir. Je vous en prie. Oh yeah. So much rain in my heart. No more warmth now. She's not home. My woman, she was everything to me. Yeah, yeah. My woman, she was everything to me.